Alors, un long article concernant Fast and Furious, donc sur écranlarge.com. Le 9 sort le 14 juillet en France, donc vous voyez un peu l'histoire de la saga qui a commencé en 2001, donc, avec le petit film sans trop d'ambition, Fast and Furious, The Fast and the Furious, du coup. C'était en 2001, c'était le premier Fast and Furious avec Paul Walker, Vin Diesel, Michel Rodriguez et Jordana Brewster, réalisé par Rob Cohen, Daylight, Cœur de Dragon. Comment ce film relativement petit, sorti il y a 20 ans, a depuis muté pour devenir une increvable franchise qui repousse sans cesse ses limites dans l'action, le bon sens, le budget, le box-office. Retour sur la naissance de ce petit bolide devenu un monstre. C'est le cas de le dire, ouais, c'est devenir un monstre, une usine afrique. C'est presque ironique, vu l'importance des mots dans les scénarios de Fast and Furious, mais l'histoire de la saga a commencé dans les pages d'un magazine. En mai 98, un article titré Racer X est publié dans Vibe, et célèbre cette mode des courses urbaines illégales qui prend de l'ampleur depuis sa naissance en Californie dans les années 90. Le papier est signé Ken Lee, un journaliste de 25 ans intrigué par ce monde de souterrain depuis qu'il avait assisté au vol d'une voiture. Il dresse le portrait de Rafael Esteves, tête brûlée de 30 ans, d'origine dominicaine, qui a tout plaqué dès 16 ans pour les voitures. La course c'est la guerre, si t'apportes un couteau et moi une mitraillette, t'es mort, c'est comme ça. Pour lui, comme pour les adversaires, fuir la police est un sport de haut niveau, et filer à toute allure au milieu des villes, avec des bolides toujours plus rapides, une manière de vibrer et de vivre. Carrément quoi. L'article attire aussitôt l'attention d'Universal qui met la main sur les droits en vue d'en tirer un film. L'affaire traîne pendant 2 ans, jusqu'à ce que le studio se réveille et passe la deuxième en 2000. Kenny racontait à Yahoo Movies: Je pense que pendant 10 secondes, ils ont pensé à m'engager pour écrire le scénario, mais ça s'est terminé quand ils m'ont demandé ce qu'était l'histoire pour moi. J'ai répondu: Vous avez lu l'article? Ils ont fini par faire un mix entre American Graffiti Point Break et West Side Story. Universal engage à la place 3 scénaristes qui apparaissent à peine sur les radars. D'abord, Gary Scott Thompson, crédité sur Hollow Man, puis Eric Bergquist et David Ayer, connus depuis pour Suicide Squad et Fury. Ça n'a plus rien à voir avec l'article de Ken Lee, du moins en apparence. Ce qui est étrange avec cette intrigue, c'est qu'elle est plus proche de l'article que je voulais écrire à l'origine. J'essayais de dévoiler un gang de voleurs de voitures, et j'ai fini par couper cette partie. Ça c'est con. Le projet s'appelle alors Red Line. Le titre changera très tardivement dans la production lorsque le producteur Neil H. Moritz découvre l'existence du film The Fast and the Furious, sorti en 1955. Il veut absolument l'utiliser, et il faudra passer un accord amiable avec le célèbre producteur Roger Corman pour y arriver. Donc voici l'affiche du fameux film en question, de 1955. Ça date. Au début des années 2000, la future équipe aux manettes des bolides Fast and Furious n'est pour ainsi dire personne. Repéré comme acteur-réalisateur avec le film indépendant Strays, Vin Diesel a eu un petit rôle dans Il faut sauver le soldat Ryan, et bien sûr celui de Riddick dans Pitch Black, qui gagnera un statut culte au fil des années. Paul Walker est une belle gueule parmi 1000 autres dans la vague de teen movies, avec Elle est trop bien et The Skulls, Société secrète. Idem pour Jordana Brewster, vue dans The Faculty. Michelle Rodriguez, elle, apparaît tout juste sur les radars avec son premier rôle dans Girl Fight. Le producteur Neil H. Moritz sera central dans la sélection de cette équipe. Il a raconté à Entertainment Weekly: Je faisais Skulls avec Paul et Rob, et on cherchait un autre film à faire ensemble quand Universal m'a parlé de cet article dans Vibe. J'ai toujours aimé les films sur les sous-cultures, et je savais que Paul adorait les courses de voitures. Et les voitures, du coup. Walker en parlera même comme d'un fantasme absolu. Quand ils m'ont demandé ce que j'aimerais faire comme film, j'ai répondu que je voulais une histoire de course de voiture ou un rôle de flic sous couverture. 3 mois après, ils sont venus me voir avec cet article. J'ai signé son scénario. Mon agent a flippé, mais je leur ai dit: C'est $1 million, je vais traîner avec des potes, conduire des voitures cool. Honnêtement, c'est tout ce que je voulais à ce stade de ma vie, j'avais 25, 26 ans. Putain, ouais, le rêve, quoi, trop bien. Il avait raison, hein. La vraie question sera le choix de l'interprète de Dom Toretto. Selon le producteur, le studio m'a dit que si je pouvais avoir Timothy Olyphant, le film était validé. On a eu de la chance parce qu'il a refusé, du coup. Ah oui, c'était Vin Diesel. C'est un super acteur, en fait, je suis curieux de savoir quel film ça aurait été donné avec lui. C'est encore Neil H. Moritz qui suggère Vin Diesel. J'avais vu Pitch Black et j'avais vu Vin Diesel dans son court-métrage. J'ai dû convaincre le studio que c'était lui. On s'est rencontrés dans un restaurant, je me souviens que lorsqu'il est entré, c'était comme s'il y avait un projecteur sur lui. Même s'il n'avait pas de renommée à l'époque, il avait juste cette confiance en lui, qu'il était juste une star. Je pensais que Vin venait me convaincre de l'engager, mais en réalité j'ai dû le convaincre d'être Dominic Toretto. Alors, je trouve qu'il
il correspond mieux, Vin Diesel, parce qu'il est plus latino que Timothy Olyphant, qui est un blanc. Alors, si c'était appelé Dominic Toretto, pour le coup, ça aurait été un peu. Il a rien de latino, donc à moins qu'ils auraient changé le nom, du coup, peut-être, avec Timothy Olyphant. Bon. Mais honnêtement, Vin Diesel, c'est un très bon choix, hein. Mais la lecture du scénario, alors signé Gary Scott Thompson, refroidit un peu tout le monde. Commencé par Vin Diesel. Il expliquait à Entertainment Weekly. Il m'avait décrit cette scène qu'on voit dans le premier film où la caméra passe de mes yeux au moteur en suivant mon bras. C'est la seule chose qu'il m'avait décrite, et j'ai dit oui. Et le jour d'après, je dois aller en Australie pour Pitchback. Je lis le scénario et je me dis, il y a un problème. Ce n'est pas ce que je pensais que ça allait être. Ils ont engagé David Ayer ce jour-là, ils l'ont fait venir et on est passé sur chaque page ensemble. Et David a écrit un super scénario et le reste appartient à l'histoire. Engagé pour enjoliver tout ça, David Ayer explique je devais repenser le scénario. Ça se passait à New York et c'était que des gens blancs. Ah oui. J'ai dit au studio que je ne le ferais pas à moins que ça se passe à Los Angeles où j'ai grandi. Pour moi, la question de la diversité était centrale dans cet univers et c'était à une époque où personne ne le faisait. Le scénariste dira que Vin Diesel a largement participé à la création de Dom. Eh oui, c'est ça. Vin Diesel et David Ayer retravaillent les autres personnages, notamment celui de Letty. Michelle Rodriguez n'était pas convaincue par ce rôle de potiche et raconte qu'elle a calmé l'équipe. Pour que ce soit réaliste, j'ai dû les éduquer. Je sais que vous aimez Hollywood et tout ça, mais si vous voulez que ce soit crédible, voilà comment ça marche, et je ne vais pas être une traînée devant des millions de gens. Donc je m'en vais si vous ne changez pas ça, et ils ont compris. Cette fine équipe est donc assemblée, et c'est presque un coup du destin. Michelle Rodriguez connaissait Vin Diesel, qui était le videur d'une boîte où elle était adolescente. Où elle allait adolescente, pardon. Marrant ça. Avant d'être un carton à 207 millions au box-office, Fast and Furious était un rabot pour le studio. Un abo, pardon, pas un rabot. Ce petit film de voiture à 40 millions a même été repoussé pour sortir en été entre Le Retour de la Momie et Jurassic Park 3, les deux poids lourds d'Universal. Peu voire pas de pression donc, puisque personne n'attendait l'équipe au tournant. D'autant que la carte film de gros bolide semblait grillée depuis son second chrono, sorti un an avant avec Nicolas Cage, Angelina Jolie et Timothy Olyphant, justement. Ah oui, d'accord, c'est pour ça qu'il le voulait. Ok. C'était la version très hollywoodienne, produite par Jerry Bruckheimer, avec de belles gueules à la mode, et un gros budget, environ 100 millions. Le succès de Fast and Furious est donc d'autant plus beau que personne ne misait dessus, pas même l'équipe. Le phénomène est quasi instantané au box-office, le film écrase vite Lara Croft, Tomb Raider, encore Angelina Jolie, qui a coûté bien plus cher, et était une gigantesque opération de business pure. Dans les rues, la fièvre des courses monte à la tête du public, qui repart des cinémas en rêvant de tuning et en gonflant les pectoraux. Ça, je sais pas si c'est une bonne chose du coup. Le casting multiculturel attire l'attention et résonne particulièrement aux États-Unis. Vin Diesel se souvient d'un moment précis avec Paul Walker, raconté à EW, Entertainment Weekly du coup. On était au Mexique pour MTV Spring Break, et sur le retour, on a pris un avion, comme tout le monde, et je n'oublierai jamais, on était assis sur le sol de l'aéroport, à côté de nos sacs, les jambes étendues, et des milliers de gens marchaient à moitié sur nous. Paul avait déjà fait quelques films, il savait un peu mieux ce qui allait arriver, il m'a dit « Vin apprécie tout ça, le fait que tous ces gens marchent normalement à côté de nous, parce que quand le film sortira, notre anonymat sera terminé. » C'était vrai. Bon, il doit rester 3-4 minutes de lecture là, c'est presque fini. Fast and Furious est alors devenue la plus belle des cages dorées pour la bande, avec des rôles qui ont collé à la peau des acteurs, pour le meilleur et pour le pire. Paul Walker aimait tellement l'aventure qu'il est le seul à avoir empilé pour la suite, Too Fast, Too Furious, et n'a jamais eu autant de succès que dans cet univers, pensé pour Bleu d'Enfer, Prisonnier du Temps ou Antarctica. Bleu d'Enfer, j'avais beaucoup aimé avec Jessica Alba aussi. Michelle Rodriguez n'a pas lâché une seule fois ce rôle de femme dure à cuire dans Resident Evil, soit Unité d'élite ou encore Avatar. Jordana Brewster n'a pas eu grand-chose à vivre ailleurs. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup, hein, Jordana, pour le coup. Et Vin Diesel, bien sûr, s'est accroché comme personne à Fast and Furious devenant producteur dès le 4e opus. Lui, qui avait refusé le 2e volet et négocié une apparition en Tokyo Drift en échange des droits de Riddick, a rassemblé la fameuse famille en ramenant ses collègues. Ainsi, la franchise a pu être officiellement relancée entre deux Triple X et quelques films notables comme Jugez-moi coupable et Babylon AD. Un très long chemin qu'il résumait à Entertainment Weekly. Tout ça a vraiment commencé différemment, c'était très humble. Et c'est quelque chose pour lequel je suis reconnaissant, le fait qu'on puisse commencer simplement, afin que le public puisse s'attacher à ces personnages, sans tout le spectacle. Le spectacle est arrivé à mesure que les films devaient se surpasser, et à mesure que le public s'attendait à l'inattendu.
Depuis, tout a effectivement changé. Le budget d'un Fast and Furious dépasse maintenant le box-office entier du premier film. C'est ça. Fast and Furious 7 et 8 ont franchi le milliard au box-office. Le 7, c'est même beaucoup plus que ça, c'est 1,4 milliard, je crois. Et le 8 a fait un peu moins bien. Forcément, le 7, c'était la mort de Paul Walker, donc tout le monde est allé voir le film, quoi. Un premier spin-off donc est né avec Hobbs and Shaw et promis, Fast and Furious 10 et 11 seront les derniers. Donc ça serait un 10 en deux parties, donc 2 films supplémentaires. La petite famille est devenue une usine et un business énorme qui a pesé lourd dans la balance du studio Universal. Le petit film d'hier est devenu le fonds de commerce de demain, au même niveau que les dinos du Jurassique. Et sur le plan international, c'est un triomphe impressionnant, notamment en Chine. Personne n'avait prévu ce rouleau compresseur, et certainement pas Ken Lee, l'auteur de l'article par lequel tout a commencé. J'essaie de ne pas penser au fait que je ne touche rien sur cette saga. Ah, je me demandais d'ailleurs s'il touchait des trucs, mais non, même pas. Oh, quel enfer. J'ai passé toute ma vie à expliquer que les scénaristes ne touchent pas de gros salaires Hollywood, donc à chaque fois qu'un nouvel épisode sort en salle, mon meilleur ami se fout de moi. Et ça veut dire que c'est arrivé 10 fois en 2 décennies. Et oui, bah ils peuvent remercier Ken Lee, hein, tous ces gens, tous ces acteurs, tous ces producteurs, et le mec touche pas un centime sur le box-office de tous les films, quoi. Ça, c'est extraordinaire. Franchement, à sa place, je l'aurais mauvaise, parce que le mec s'est quand même fait chier à écrire un article qui était quand même assez long. Je peux vous le montrer d'ailleurs, bon, ça, c'est en anglais forcément, donc voilà, mais... Hop, on va directement cliquer sur cet article, donc voilà, le site Vibe. Donc voilà l'article en question. Voilà, regardez comment c'est long, quoi. Super long l'article. Oh, il a dû passer un temps fou, quoi. C'est un reportage complet, le truc, en fait. Il a passé des heures et des heures avec les gens qui ont fait des courses de rue et tout. Il raconte les courses et tout qui s'est passé, donc... Franchement, le mec, il doit l'avoir un peu mauvaise. Voilà un peu comment tout a commencé pour cette saga Fast and Furious. Le 9, donc, sortira le 14 juillet pour la fête française, hein. Quel symbole, incroyable. J'irai peut-être le voir au cinéma, vu que les cinémas sont ouverts. J'en profiterai avant que ça se referme, du coup, vu qu'on attend une nouvelle vague de Covid-19. J'irai sûrement le voir, oui. Courant juillet. Et je vous ferai peut-être une petite critique sur la chaîne, d'ailleurs. À voir, à surveiller. Voilà pour cette saga. Moi, j'adore, en tout cas. Je suis fan depuis que je suis petit, donc... J'ai eu les 2 premiers en DVD, maintenant j'ai toute la collection en Blu-ray, les 8. Et j'achèterai peut-être le 9 aussi en Blu-ray, du coup. Et RIP Paul, hein, c'est vraiment dommage qu'il soit mort, lui, parce qu'il manque quand même au 8 et 9. Enfin, que j'ai pas vu encore, mais il va sûrement manquer au prochain film, quoi. Même au 10 et 11 qui sortiront dans les prochaines années. C'est vraiment dommage, parce que c'est un mec bien, en plus. Bon, bah, les meilleurs partent en premier, c'est ce qu'on dit souvent. Malheureusement. Voilà, bah, j'aimerais votre avis sur cette saga. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez ou n'aimez pas du tout? Je sais qu'il y a beaucoup de fans de F1 qui suivent la chaîne, donc dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse. Allez, je vous laisse. Bye bye.